Bon, alors bonjour, donc je m'appelle Madeleine Flanagan, juste là-bas. Voilà. Et je vais donc vous faire rapidement une présentation. Merci d'être venu. Donc je viens ici aujourd'hui pour vous présenter un sujet qui est celui-ci. Donc, consolider ses compétences en communication. Je vais d'abord vous présenter brièvement. Alors j'ai juste une petite question juste avant de me présenter. En fait, il y a à peu près 10 jours, j'ai eu un problème avec un micro et j'entends, ça m'a bouché une partie de l'oreille. Je suis très désolée quand je vous demande de répéter. J'entends pas toujours très bien. Je m'excuse pour ce point-là. Alors, en deux mots, ça fait plus de 30 ans que j'enseigne le FLE. Qu'est-ce qu'on va dire? Je suis professeur de FLE, je fais beaucoup de formations. Je suis aussi formatrice labellisée TV5 Monde, c'est-à-dire utiliser les outils d'apprendre et enseigner avec TV5 Monde. Je vais essayer de parler moins rapidement. Si jamais vous ne comprenez pas, si vous avez des questions, vous m'arrêtez, ça me va aussi. Donc aujourd'hui, je viens avec Clé Internationale. C'est une maison d'édition qui a quelques ouvrages ici que vous pourrez regarder et sur lesquels on peut ensuite parler si vous voulez. J'aurais préféré qu'on puisse voir les livres avant, mais ça va être le contraire. Donc je vais faire une présentation et après on parlera des livres qui sont ici ou d'autres livres auxquels je ferai allusion dans ma présentation. D'accord? Donc, qu'est-ce que je peux dire? J'ai été aussi vice-présidente de ATF Florida. Donc, j'ai aussi dirigé une des alliances françaises en Floride et maintenant, je vais diriger celle de je suis vice-présidente maintenant pour Jacksonville. Je vais faire des cours, donc je vais être directrice des cours également. C'est une nouvelle direction pour moi. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense que ça va. On n'a pas besoin de savoir plus. On va plutôt parler de ce qui est sur la présentation. Juste une question. Est-ce que ici, vous êtes surtout des enseignants ou vous êtes des apprenants mais pas des enseignants, ou les deux en même temps? Alors, est-ce que vous êtes enseignant aux États-Unis? Vous enseignez au lycée, au collège, ou au lycée, et pas... Université. À l'université. Alors, combien d'universités? Alors, c'est comme... Ouais, voilà. Et combien qui ne sont pas du tout enseignants? Ok, bon. Merci, Macha. Bon, ça va aller, on ira. C'est bon. Donc, alors, ma présentation, si vous voulez, va être tournée vers comment consolider ses compétences en communication. Alors évidemment, je pensais que ce serait essentiellement des enseignants, donc ma présentation va s'adresser aux enseignants. Et mon idée est surtout que, basée sur des recherches que j'ai faites, est-ce que vous y voyez ou ça va? Vous voyez qu'en haut, j'ai mis consolider ses compétences dans un dialogue enseignant-apprenant. Parce que je pense qu'aujourd'hui, la communication qui se fait en dialogue, puisque c'est quelque chose qu'on pense que enseigner et pratiquer une langue, ça se pratique pas forcément dans l'ouvrage, mais ça se pratique surtout aujourd'hui en communiquant et en interchangeant entre différents communicateurs. Ici, dans la classe en particulier, il y a deux personnes, l'enseignant et l'apprenant. Et pour moi, l'apprenant et l'enseignant arrivent des fois à être dans une même situation, bien que différents en soi. La communication va se faire d'égal à égal. Je vais expliquer. On va donc rapidement voir en premier point quels sont, dans le contexte d'apprentissage, qu'est-ce qu'on apprend, enfin les différents niveaux de compétences de communication, c'est-à-dire à travers le A1 et le C2, rapidement. Une question, juste une minute. Si je parle très vite, s'il y a une question que vous ne comprenez pas, un point, levez la main, n'attendez pas plus tard. D'accord? Merci. Ensuite, on va passer aux compétences de communication, les thématiques, très rapidement, puis l'enseignement et apprendre, c'est-à-dire comment est-ce qu'il y a une diversité des compétences des acteurs, les acteurs à savoir l'enseignant et l'apprenant.
les richesses de l'environnement pédagogique aujourd'hui et le travail qu'il y a pour échanger efficacement entre les deux acteurs dans ce développement de la communication. Donc, comme vous le savez, je pense que c'est simplement En fait, ce que j'essaie de faire maintenant, c'est simplement de placer le décor. Le décor étant, on connaît les 6 compétences communicatives sur lesquelles on travaille, que ce soit aussi bien vers les DELF, ou bien vers les AP, ou bien tout ce qui est actuel ou autre, c'est les mêmes demandes en fait, où on a les compétences qui vont aller de la compréhension orale jusqu'à l'interprétation orale. Donc on a l'interaction orale, pardon, il y a une erreur de frappe, l'interaction écrite, excusez-moi. Puisqu'on a oral, écrit, écrit. C'est moi qui ai fait l'erreur, excusez-moi. Donc cette communication s'intègre, ces compétences que l'on attend, ces 6 niveaux, bien sûr, s'inscrivent dans une autre structure qui va de A1 à C2, les compétences attendues. Quand chaque livre que vous avez et qui correspondent un petit peu aux mêmes demandes ou aux mêmes présentations qui sont faites aux États-Unis par Actuel. C'est les mêmes structures, puisqu'on demande d'avoir les niveaux advanced, medium et des compétences plus avancées. On recouvre à peu près la même structure, qui est, comme vous le savez, le A1, C2 font référence au CECF. Qui est en Europe, qui est la référence de l'Union européenne. Donc, ces 6 compétences communicatives vont se regrouper et vont s'interpeller entre agir, interagir, communiquer, action, besoin, objectif, expression et production. Dans un contexte de communication. Cette communication que l'on va développer par rapport aux enseignants, que les enseignants vont développer dans leur classe et qui va envers les élèves, va être dans des thématiques contextualisées qui sont aux États-Unis autour des 6 thèmes AP, que vous connaissez certainement. Oui. Qui sont donc les 6 thèmes, qui en fait, dans les ouvrages qui sont ici, se retrouvent éclatés et redistribués sous A1, C2. Donc, différemment. Puisqu'en fait, les thématiques de AP sont regroupées sur des thèmes généralisés, alors que dans les thématiques entre A1 et C1, on va retrouver les mêmes thèmes, mais ils sont totalement éclatés. On ne retrouve pas les thématiques de la même façon. Mais ils existent de la façon identique. Donc, on retrouve tout ce que nous avons vu tout à l'heure, donc les 6 compétences communicatives, les 6 niveaux de compétences à acquérir, une approche communicative et transversalement tout ce qui est interculturalité. Puisque aujourd'hui, les demandes, si je ne me trompe pas, enfin l'expression telle qu'elle est faite, même aux États-Unis en particulier, on attend à ce que les élèves, que la langue soit un outil professionnalisable. Donc on est aussi dans cette direction d'une interculturalité transversale dans un but de profession et pas seulement de littérature ou de connaissances générales. Donc maintenant, on va passer... Est-ce que vous aviez des questions particulières sur ces 2 points? Je pense que ce sont des choses que l'on connaît. Ça va? Donc on arrive maintenant vers les acteurs. Donc dans ce contexte qu'on vient de bien présenter, qui est bien structuré, on a des acteurs, on a l'enseignant et l'apprenant. Donc ça a toujours eu lieu, je veux dire, il y a toujours une classe avec une langue, la langue qui est enseignée. Par contre, aujourd'hui, on attend de l'enseignant qu'il soit un coach, mais en même temps qu'il soit au service de l'apprenant. Donc on demande que la posture de l'enseignant soit légèrement modifiée. L'apprenant lui-même, en fait, il est
c'est l'élève, mais c'est l'utilisateur final de ce que vous allez passer ou de ce qu'il va retenir de ce cours. L'apprenant aujourd'hui, de par l'utilisation de tout le système Internet ou autre, on se rend compte que, je pense que c'est quelque chose que vous avez sans doute vous-même reconnu dans vos classes, l'attention est une attention de courte durée, donc on doit aussi, en tant qu'enseignant, réfléchir à qu'est-ce qu'on va leur enseigner, sous quelle forme et comment est-ce qu'on va intégrer cette communication et ce développement et cet apprentissage. Il a une envie de rapidité et de changement, donc il faut être très agile, et lorsque la classe commence à être dans une direction, il faut pouvoir vite passer à autre chose ou bien faire d'autres activités, donc c'est important. On veut un apprentissage personnalisé, puisque autrement l'élève va plus ou moins un peu vite s'enlever et s'ennuyer. On veut un travail de pluridisciplinarité et collectif. Donc on attend à ce que les élèves fassent des choses seuls, ensemble, et personnalisées, enfin qu'ils soient directement tournés vers lui. L'enseignant, donc pour répondre à ces demandes, va être en train de construire, parce qu'aussi, comme on le sait sur le marché, les États ont moins d'argent. Donc, on attend des enseignants, je ne sais pas, vous devez avoir ces pressions-là, j'imagine, je ne sais pas dans les universités, mais dans les écoles, on a moins d'argent, donc on achète moins de livres, donc on attend de l'enseignant qu'il trouve directement, rapidement, tout sur Internet et qu'il construise vite, avec une diversité autant que possible. Donc, construire en fonction de quels objectifs, quels besoins, quelle méthode. On passe du micro-learning au macro-learning et du micro dans le macro. Donc on essaye constamment de structurer avec des objectifs qui changent et des besoins, que ce soit, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, vers de la professionnalisation de l'enseignement. Même la littérature passe en secondaire et on veut que ce soit une... Alors, pour moi, je voudrais juste revenir maintenant sur un autre point, qui sont les acteurs. Donc, les acteurs, pour moi, lorsqu'on est dans une classe, donc cette relation, cette compétence de communication, pour qu'elle se développe, comme on l'a dit, pour parler, il faut être deux. Donc, pour que ce développement se fasse, dans les recherches que je fais, dans ce que je vois dans mon travail de professeur à travers ces années, je me suis dit, en définitive, on oublie toujours, on est très traditionnel dans notre façon d'enseigner, ou dans notre approche, ou même les approches traditionnelles linguistiques, on va dire. On oublie souvent que aussi bien les élèves que les enseignants ne sont pas forcément que des linguistiques, mais qu'ils sont eux aussi, à travers ces différentes approches du travail et de l'enseignement. Donc, il faut penser à différents points. Donc, il faut mettre en évidence cette diversité de compétences. Et je pense qu'il est important, aujourd'hui, que la façon d'enseigner soit visée, que l'on n'oublie pas que cette diversité des compétences des acteurs est indispensable lorsqu'on est en train de construire son cours. Donc, est-ce que vous connaissez ces compétences ça, je pense que vous connaissez. Donc, elles sont ici, comme on le voit, beaucoup plus finement. Donc, on peut, en fait, à travers la diversité de ces compétences des acteurs, il va falloir faire travailler les élèves, et dans le travail que l'on fait avec les élèves, en fait, lui va travailler et va apporter de la connaissance, et nous, en tant qu'enseignants, on apporte des demandes qui, en fait, remplissent aussi des connaissances que nous n'avons pas. Oui? On est d'accord? Et c'est dans cette optique-là que je pense que l'enseignement traditionnel tel qu'il a été fait de jeudi, vous écoutez, eh bien maintenant on travaille un petit peu différemment.
Donc, je reviens sur les différentes questions que l'on peut se poser par rapport à la structure de mon cours, pour que ce que je demande à l'élève et ce que moi je prépare, en fait, si je vous pose une question sur un texte ou sur, mettons par exemple, on va travailler sur comment l'interpersonnel, comment apprendre à coopérer, à échanger avec les autres, je pense que si je travaille sur ce sujet avec mes élèves, c'est un sujet qui va être utile pour eux, mais qui va être utile pour moi. Donc, ce que lui est en train d'apprendre, je l'apprends aussi et je développe mes compétences dans ce domaine, alors que lui, il est en train d'apprendre. Donc, ce que je demande et ce que je construis va dans les deux sens. Et c'est dans ce sens qu'on combine et on développe ses propres compétences en enseignant avec les autres. Je reviens sur un autre point justement de cet environnement pédagogique. Ici à droite, vous connaissez, je suppose, c'est le triangle de Husserl. Vous avez ici, vous ne voyez pas, c'est très petit peut-être de moi. Alors, vous avez, ici en fait, vous avez un triangle traditionnel, et ça c'est le contexte de votre classe. D'accord ? Vous avez ici l'élève, l'enseignant et les savoirs en connaissances. Donc l'intégralité des connaissances. Si je travaille par exemple sur, je ne sais pas, quel sujet, qu'est-ce que je peux... Bon, mettons la famille, ou par exemple la fête, la notion de fête. Okay. Donc moi j'ai une idée de la notion de la fête, de ce que je voudrais en vocabulaire ou en présentation, ou quel sujet, mais je vais me tourner vers la classe et leur poser aussi certaines questions, la fête. Et je vais voir qu'est-ce qu'eux ils savent et comment est-ce qu'on peut construire et développer des savoirs. Peut-être j'ai des élèves de différentes cultures, moi j'ai des idées, mais on va pouvoir mettre tout cela ensemble et faire des présentations et échanger aussi bien en connaissances culturelles qu'en développement de vocabulaire, qu'en développement de structure. Ça dépend du niveau, ça va dépendre de vos objectifs pédagogiques du moment particulier. En fait, si j'inverse, soit on fait l'élève vers l'enseignant, soit l'enseignant vers l'élève. On a donc deux triangles qui vont soit comme ceci, ou comme ceci. Vous pouvez inverser le circuit. Et au milieu, ici, vous avez aujourd'hui la technologie. Donc, quand vous avez cette situation, vous passez à une deuxième. Vous connaissez peut-être les TMAC. C'est une recherche qui a été faite aux États-Unis il y a une quinzaine d'années, où en fait, l'idée était qu'il existait un point de convergence entre les disciplines pédagogiques, qui étaient essentiellement des disciplines de l'enseignant, avec les disciplines différentes, donc les thématiques, on va dire par exemple les thématiques AP par exemple, ou les mathématiques, ou l'histoire ou autre, et la technologie. Et lorsque ces trois se réunissent, ils ont un point de convergence, et qui fait que les élèves et l'enseignant vont s'apporter des compétences réciproques, aussi bien au niveau de la technologie que dans les disciplines. Donc en fait, c'est ce travail interdisciplinaire et intercompétences qui permet de développer ces savoirs entre les deux acteurs. Ça va, c'est clair ? Il y a aujourd'hui, en revenant sur la technologie, il y a quand même un petit point auquel on doit faire référence. On dit toujours « Ah, la technologie, c'est magnifique, en fait, ça permet de tout faire. » Maintenant, ici, nous avons deux acteurs, en 2014, ici, Trigo et Souder, qui ont fait de la recherche et qui se sont rendus compte qu'en définitive, il y avait deux choses. Ils ont commencé à placer la spécificité sur la notion des connaissances par rapport à les connaissances. Est-ce que finalement, de savoir, c'est facile? On a la connaissance d'une part, et lorsqu'on est dans une situation de classe, si on utilise la technologie, en fait, tout va plus vite, tout est magnifique,
on sait tout et pourquoi on utilise. Voilà, c'est ce qu'on dit. On dit, ah, la technologie, quand vous demandez aux élèves pourquoi est-ce que la technologie, ah oui, c'est génial, on apprend vite, on fait tout bien. Vrai ou faux? En fait, ils ont d'abord classé les connaissances en connaissances primaires et en connaissances secondaires. Et en fait, on s'est rendu compte que lorsqu'il s'agit uniquement de votre langue maternelle, en fait, vous l'apprenez sans aucune contrainte. C'est donc, en fait, c'est un apprentissage inconscient, naturel, sans effort. Elle est dans un contexte de la famille, dans votre environnement, il n'y a aucun souci, vous l'apprenez, on ne vous force pas à apprendre votre langue. Non. Par contre, quand on passe aux connaissances secondaires, c'est-à-dire par exemple, on va apprendre une langue, eh bien on n'est plus du tout, il va falloir travailler. Et notre corps, notre cerveau, ne va pas du tout l'accepter, avec ou sans la technologie, ça ne change rien du tout. Et c'est là où en fait on se dit, ah bon, voilà, tout ce qu'on a raconté ces jours-ci, qu'il fallait tous utiliser la technologie, ben, c'est pas une bonne idée, pas tout à fait. Donc, il faut de toute façon prendre du temps pour écouter, pour résoudre les problèmes. Tout cela, ça demande de l'attention et ça demande de la volonté. Tout ce qu'on a dans toute cette, ce qu'on appelle donc les connaissances secondaires. Il faut donc différents niveaux d'engagement de la part des acteurs. Les acteurs, ça marche dans les deux sens. On est toujours entre une communication entre l'apprenant et l'enseignant, une communication identique. Donc, on le sait, on a des situations passives, ce que je n'aime pas, c'est ce que je fais actuellement. Je fais exactement ça, et ça, c'est pas ce qui me plaît. On est dans une situation active si vous prenez des notes. Voilà. On est dans un constructif si on va poser des questions, ou bien on va échanger entre nous, ou bien on est en interaction. Et pour arriver à cette situation, en définitive, ils se sont rendus compte que, à travers le numérique, toutes ces situations que l'on vient de décrire ne sont réellement positives et ont un vrai impact que uniquement et seulement si on sait utiliser ces outils. Et c'est pour ça que je reviens, tout à l'heure je vous ai montré, je vous ai rappelé, puisque c'est quelque chose que vous connaissiez, les intelligences multiples. Et en fait, lorsqu'on travaille uniquement sur le linguistique, qui est ce que l'on fait d'ordinaire, et que l'on fait travailler tout le monde sur un texte, par exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, on va prendre un texte, on va tous travailler ensemble, on les met de côté. En définitive, on se rend souvent compte qu'on perd une partie de la classe qui n'est pas intéressée. Par contre, si on utilise certains outils de technologie qui sont faciles, qui sont le téléphone portable, on va dire aussi bien aux élèves de construire à partir d'un texte un petit film. Donc on est en train de faire travailler d'une façon totalement différente. Et souvent les élèves arrivent avec d'autres connaissances, d'autres savoirs qui nous intéressent parce que c'est des choses que forcément nous n'avions pas imaginées. Et c'est pour ça que ce travail va se faire à travers la technologie avec d'autres outils. Et il faut absolument arriver à mélanger les connaissances, donc les différentes, ce qu'on a appelé ces intelligences multiples, les outils de communication facile que tout le monde a, que ce soit pour enregistrer, pour, comment dirais-je, pour photographier, pour jouer, pour mimer, pour écrire, pour chanter. On a tous les outils que nous n'avions pas jusque-là, c'était compliqué et difficile à faire, pour arriver à jouer entre la fonction pédagogique, l'outil numérique et la plus-value que cela apporte. Et j'ajouterai ensuite la raison de ma communication aujourd'hui, qui ensuite, en travaillant ces deux points, on arrive à cette plus-value qui ensuite est un échange qui permet de développer des connaissances entre les deux acteurs, l'apprenant et l'enseignant. D'où donc ce contexte permet de réfléchir et maintenant de pouvoir communiquer, puisque ce qui importe avec le numérique, ce n'est rien d'autre que son usage pédagogique, pas autre chose. Ce n'est qu'un outil
et rien d'autre. Ça n'a pas une valeur en soi, mais c'est simplement qu'est-ce que l'on sait et comment est-ce qu'on va l'utiliser. Donc maintenant, une fois, on va revenir 2 minutes sur ce point. Ça marche ici. Je sors mes lunettes. Je voudrais juste revenir 2 minutes en arrière. Donc, avant de passer, ce point-là était donc la généralité. Est-ce que vous aimeriez poser des questions avant que l'on passe à un deuxième point, ou est-ce qu'il y a des choses que vous voulez éclaircir, ou que vous contestez, ou qui ne vous convient pas, je ne sais pas. Non? Oui? Nous devons partir. Attendez. Nous devons partir. Ah, vous devez partir. Mais je suis désolée. Voilà. C'est pas grave. Merci. Attention au fil. Oui. Bon, d'accord. Merci. Donc, aujourd'hui, par rapport à ce qu'on vient de dire, si vous voulez, il faut donc ce qu'on va appeler une pédagogie agile. Il faut aller très vite pour pouvoir faire une collaboration et une pluridisciplinarité. Lorsque l'on pense à son cours, il faut absolument travailler avec ces 2 tableaux. Objectif, stratégie, activité, éléments de préparation, construction, et ensuite travailler avec un certain nombre de manuels. Et c'était en fait l'idée de la publication que j'avais aujourd'hui, était ensuite de vous présenter des ouvrages. Je vois que malheureusement on n'a pas amené les ouvrages que je voulais, mais bon, on va faire avec. J'en ai un. Si vous voulez, dans Clé internationale, donc, a un certain nombre d'ouvrages que je trouve très intéressants, dans le sens où ils ont créé toute une gamme de livres, de la grammaire en dialogue, vocabulaire en dialogue, communication et compétences en dialogue. C'est-à-dire que tous leurs ouvrages se situent avec des textes qui ne sont que des dialogues. Donc à partir de ces dialogues, qui sont un point de base, on peut ensuite construire de la collaboration et de la pluridisciplinarité et jouer avec les différentes idées des intelligences multiples pour arriver, et de la technologie pour arriver à avoir des classes qui permettent d'augmenter, en fait, de l'augmentation de compétences. Qui sont donc ici, voilà les thèmes. Malheureusement, je n'en ai qu'un ici, c'est le seul qui est venu. En fait, dans toute cette... Ce sont donc... Tous ces ouvrages sont des ouvrages en dialogue. Donc vous avez aussi bien la civilisation que la littérature ou la phonétique en dialogue. Donc ça va vous donner des ouvrages. Donc ce sont des textes qui sont tous ces ouvrages ont des textes en audio. Donc ça permet aussi de travailler l'audio au niveau du texte lui-même. En fait, on peut soit le travailler individuellement, on peut faire de la classe inversée, je sais pas, c'est quelque chose qui est bien connu aussi. Donc on peut faire écouter, retravailler ensuite en classe à partir de différentes parties. Et donc c'est une utilisation que je trouve intéressante, au lieu d'avoir des petits exercices avec simplement des mots de grammaire, des structures grammaticales à apprendre. En fait, tout est placé en dialogue. Donc on est vraiment dans une situation de communication immédiate, telle qu'elle se trouve aujourd'hui au Pologne. Donc, vous aurez donc chacun a cette acquisition de mise en pratique, ça va du niveau A1 au C1, et alors on retrouve les 6 points de communication dont je parlais au début, qui est la compréhension, ensuite compréhension, expression et interconnexion. Donc la collection, pour moi, il y a 2 collections intéressantes. Il y a donc la collection qui est celle qui est toute compétence, qui s'appelle elle-même compétence. Et la deuxième que je vais montrer juste...
qui était celle en dialogue. Ce sont les deux ouvrages, les deux collections, qui sont toutes en approche fonctionnelle. Dans cette même idée de progression et de compétences, vous avez également une troisième collection. Vous avez peut-être déjà eu, vous avez la grammaire progressive. Donc toute la collection progression, il y a maintenant tout ce qui est vocabulaire également, qui a été mise aussi dans des situations de communication aussi. Et vous pouvez, pour beaucoup de ces ouvrages, vous pouvez les avoir aussi en espace digital. Donc vous avez une autre façon de pouvoir d'avoir accès à ces ouvrages. Et même vous pouvez aller, lorsque vous vous inscrivez, vous avez accès à différentes parties du livre que vous pouvez feuilleter en ligne directement sans avoir l'ouvrage. Vous pouvez également. Il y a ensuite une plateforme qui est aussi l'autre partie digitale de Clé, qui est en fait une plateforme hybride qui s'appelle Viescola et qui vous permet également, pour certains ouvrages, de pouvoir jouer et de pouvoir travailler et de faire travailler les ouvrages avec, comme traditionnellement, vous avez des QCM et des réponses automatiques, donc les élèves peuvent travailler directement en fonction de points de grammaire que vous aimeriez qu'ils travaillent. Ils peuvent aussi le faire à travers la plateforme. Ça aussi, c'est une autre possibilité. Donc, pour essayer de conclure, pour moi, cet enrichissement et ce développement mutuel entre l'enseignant et l'apprenant, elle se fait dans la classe, et elle se fait dans la classe lorsque l'élève aussi apporte d'autres éléments. Par exemple, imaginons que vous avez décidé de faire travailler la classe sur un film. En fait, ce qui se passe aussi, c'est que le film, il est en classe, mais en fait, il va peut-être le regarder avec la famille, avec des copains, et en fait, il y aura d'autres réflexions. Et quand l'élève revient en classe, il apporte d'autres visions, d'autres savoirs, d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la classe, parce que c'est apporté de l'extérieur. Donc c'est une autre façon de travailler. Donc on travaille, donc, comme on a dit tout à l'heure, soit jusqu'à la classe inversée, pour pouvoir préparer le travail, et ensuite revenir avec des éléments. Donc il s'agit de co-construire des savoirs, de co-construire des contenus. Donc il faut toujours... Jusque-là, l'enseignant a toujours été celui qui détenait, qui était celui qui apportait. Et aujourd'hui, il faut absolument imaginer que, en fait, l'élève, quel que soit son niveau, quel que soit son âge, va vous apporter aussi. Ça peut être aussi bien l'utilisation d'une technologie auquel vous n'avez pas pensé, qu'un élément qu'il a trouvé en cherchant quelque chose. Donc en fait, faire travailler, comme on l'a beaucoup fait aux États-Unis, faire un texte, un diplôme, chercher un sujet depuis toujours. Je veux dire, donc c'est pas quelque chose de neuf dans l'enseignement américain, mais c'est simplement de beaucoup plus imaginer qu'on peut prendre et qu'on peut apprendre, que l'élève va apprendre, mais que vous allez apprendre. C'est surtout ça qu'on n'a pas toujours dans ce co-apprentissage. Donc, voilà, donc on retourne sur les prépositions antérieures, un travail collaboratif, consolidation de compétences réciproques. Et maintenant, j'espère que vous avez des questions ou bien des choses qui ne vous conviennent pas. J'espère. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous montrer. On a du temps, je pense. Oui, c'est bon, on est encore dans les temps. Oui. On n'a que ça du temps ici. Pardon ? On n'a que ça du temps ici. On n'a que du temps ici. Oui. Bon alors, mettons, moi ce qui m'intéresserait, c'est de savoir un peu vous, qu'est-ce que vous pensez de cette situation de faire travailler les élèves, de les faire plus travailler pour que finalement ça vous apporte aussi quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites ou est-ce que quelque chose que vous dites « nous on fait ça toute la journée, c'est pas du tout ce qu'on veut ». Mais si vous le faites, comment vous le faites et qu'est-ce que ça vous apporte et en quoi est-ce que vous voyez vos compétences avancer et dans quel domaine? Alors, attends, ça marche?
Jusqu'à là? Oui, mais si tu parles bien fort, on va t'entendre dans la caméra. Tant que ça ne tombe pas, oui, allez-y, pardon. Je voulais effectivement que le mot que vous avez utilisé pour ça, mais la classe inversée, Oui. c'est quelque chose que j'avais utilisé au passé et que moi j'ai eu aussi pendant mes cours. Et ça marche si bien, en particulièrement parmi les étudiants qui ont du mal à écouter pendant la classe, quelque chose comme ça. Ça peut être avec les oui intelligences, peut-être. Et je ne sais pas, parce que pour moi, pour quelques élèves, c'est toujours, on n'a pas assez de temps pour bien comprendre pendant le cours. Oui. Mais si c'est à l'inverse, si on le fait à la maison, Voilà. on a plus de temps. On a plus de temps, mais est-ce que lorsque vous utilisez la classe inversée, effectivement, ça donne du temps pour la compréhension? Oui. Qu'est-ce que vous, ça vous apporte? Vous, en tant qu'enseignant, qu'est-ce que ça vous apporte par rapport à vos connaissances et par rapport à vos compétences? À ma compétence Oui, en prof. vous, en tant que prof. Je ne suis que student teacher, alors c'est pas exactement. Ça fait rien. Vous pouvez être, même si vous êtes student teacher, Ouais. ça marche aussi, student teacher, pardon. C'est. Je sais pas comment dire ça en fait, mais c'est juste. Ça change les activités que je peux faire pendant le cours. Alors, par exemple, je peux appliquer plus de conversation au lieu de voilà les points grammaticaux. D'accord. Donc ça, en fait, on va plus vers la communication et moins sur de la grammaire traditionnelle. Oui. Merci. Pardon. Juste peux dire qu'en Attendez, fait, si je peux. Non, laisse faire, Madeleine, tu peux laisser faire le micro, c'est pour qu'on l'entende bien dans la caméra. Oui. Donc, si tu parles à côté, je ça va. sais, ouais, avec le point de prof, quoi. Oui. Donc, pour moi, j'ai essayé de faire ça, en fait, l'inverser. Donc, on a fait souvent le sujet des grammaires à la maison, avec la vidéo et tout. Et puis, on travaille avec des exercices, on fait des choses avec des partenaires et tout en classe. Et ça marche bien, sauf qu'il y a quelques élèves qui ont vraiment du mal. Souvent, ils ne comprennent pas la vidéo, je ne sais pas. Donc, il faut le refaire en classe. Donc, je ne sais pas, mais ça dépend aux étudiants. Pour moi, je ne sais pas si vous avez le même problème. Et qu'est-ce qui a été, alors, si j'ai bien compris, donc il y avait des points qui étaient difficiles, Oui, ils n'ont pas compris. Ils Voilà. n'ont pas en fait refaire en Oui. classe devant les étudiants pour de bien montrer ce qu'on a fait en cours. Parce que j'ai écouté la vidéo. Et juste pour, je sais pas, pour les élèves, d'avoir moi-même devant eux, comme ça ils peuvent me poser des questions, pour eux ça aide. Mais donc en fait moi je fais le deux. Il faut faire le deux, parce que sinon il y a quelques élèves qui seront perdus. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui aurait pu être utile ou qu'est-ce qui leur manquait? À votre avis, qu'est-ce que vous auriez pu apporter de plus pour que vous n'ayez pas à faire le double travail? Si c'est possible de poser des questions, d'avoir un outil qui peut poser des questions tout de suite après. En fait, j'ai pas compris cette idée-là. Donc, ça sera. Je ne sais pas si ça peut marcher. Parce que moi, je dois être là, répondre aux questions. Alors, qu'est-ce que vous, lorsque vous dites il faut que je sois là, Oui. voilà, qu'est-ce que vous avez appris dans cette communication avec l'élève? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Parce qu'en fait, l'idée, c'est de développer des connaissances. Développer des connaissances, c'est pas développer du savoir d'ivresse. La connaissance, c'est aussi bien savoir être un meilleur professeur, c'est avoir des savoirs, je ne sais pas, en technologie, ça peut être des savoirs de relations, ça peut être beaucoup de savoir multiples. Donc c'est pas seulement je connais maintenant, je sais mieux quelque chose, pas autre chose. Pour moi, c'est juste ce que je garde dans la tête. Donc, les élèves, je leur donne une vidéo, regarder à la maison, ils le regardent, et après, ils reviennent avec des questions. Et c'est comme ça que j'utilise les vidéos à l'inverse, pour faire donc c'est comme ça que j'utilise cette idée. Donc, eux, ils forment des questions et après, on discute en classe. D'accord. Donc, c'est pas forcément des idées. Je ne vais pas représenter, mais
Est-ce que... C'est comme ça que j'utilise la vidéo en inverse. Alors, qu'est-ce qui manque aux élèves, par exemple? Qu'est-ce qui, à votre avis, manquerait dans les savoirs des élèves? Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait plus utile? Je ne sais pas. En fait, je dirais que une façon de poser des questions pendant la vidéo. Oui. Ou peut-être, ça dépend au concept que j'enseigne. Oui. Si c'est quelque chose assez simple qu'on ne fasse pas poser, c'est souvent les sujets de grammaire. Oui. Avec l'inverse, mais je ne sais pas exactement. Est-ce que de faire travailler les élèves en classe, par exemple par groupe, ça pourrait être en posant des questions précises, est-ce que ça pourrait les aider pour pouvoir ensuite faire un travail à la maison? Faire la classe en préparant les questions ensemble, avec d'autres façons d'aborder Ça veut dire qu'il regarde la vidéo en classe, en classe ou à la maison? Qu'est-ce qu'il fait? Les deux. Moi, il regarde la vidéo à la maison, puis il vient en classe avec des questions ou des questions. Alors, comment est-ce qu'il y a une préparation de la vidéo? C'est-à-dire, comme on a dit au début, par exemple, sur la thématique, sur le thème, est-ce que les élèves savent que, je ne sais pas, la vidéo, elle est sur les grandes vacances au bord de mer. Bon, est-ce qu'ils savent, par exemple, que c'est ça Avant de regarder les films? Oui. Donc, ils ont déjà de la thématique, ils ont déjà de la compétence en ce qui concerne le vocabulaire ou... En général, oui. Vous avez... Oui, allez-y. Je veux juste rajouter que j'ai toujours vu comme ça aussi de la classe inversée que, en fait, moi j'avais vu comme, voilà, on lit ou on regarde le contenu à la maison et puis c'est un cas de des questions justement. Et moi je faisais pas de vidéo, j'enseignais au niveau collège et on faisait des lectures un peu vieille école, mais puis on venait en classe et j'en demandais de prendre des notes. Ce que je trouvais utile, c'est de leur faire utiliser, enfin je leur disais toujours de venir avec des questions, sauf qu'il y en avait qui étaient conscients ou conscientes de ce qu'ils comprenaient ou ce qu'ils ne comprenaient pas, et puis il y avait d'autres qui pensaient que parce que leurs yeux ont passé sur les mots que ça veut dire qu'ils avaient compris. Mais je pense en t'écoutant que ça pourrait être utile à la place, au bout d'une vidéo, d'une lecture, d'avoir quelques exercices très très simples, d'employer quoi que ce soit pour qu'ils soient actifs et pas seulement passifs. Parce que c'est ça qui, dans ce modèle, qui Moi, je faisais pareil aussi. En plus, j'ai essayé de faire ça. Mais les élèves reviennent avec... ils ont bien compris. Il y a quelques élèves qui ont bien compris, mais les autres qui n'ont rien du tout. Et je sais qu'ils ont bien regardé la vidéo, même plusieurs fois. Ils n'arrivent pas à comprendre, je ne sais pas. Et ils ont vraiment besoin d'avoir un prof là, devant eux, pour poser des questions. Je crois qu'ils sont plutôt des kinestaïconers. Est-ce qu'ils travaillent seuls, les élèves? Est-ce qu'on leur demande toujours seuls ou est-ce que la recherche de questions est un travail communicatif? Pardon, un travail de groupe, ou de deux par exemple? De faire le devoir à la maison avec un partenaire. Oui, par exemple, ça peut être un travail à la maison, mais à deux ou trois, ça va dans Ils peuvent le faire, mais c'est difficile parce que après, il faut le faire juste après l'école et souvent les élèves ont des matchs de foot et tout ça. Donc est-ce que ils font le devoir à 10h du soir. Alors, est-ce que c'est possible? Je ne sais pas, je pose la question. Est-ce que ça serait utile de faire travailler au tout début, pour comprendre le système de la question, de les faire travailler en classe, donc eux-mêmes, et ensuite de les envoyer faire leur travail. Pour qu'ils comprennent quel genre de questions, comment poser les questions, parce que c'est aussi une autre technique, poser les questions. On peut le faire, on peut toujours essayer de travailler en groupe, de regarder une vidéo ensemble et d'essayer de juste travailler ensemble. C'est-à-dire poser des questions, c'est pas toujours facile. Dire, bon, maintenant, poser des questions. Pas tout le monde sait poser des questions. Donc, est-ce que votre but, c'est quoi en demandant de poser des questions? Ils posent des questions s'ils n'ont pas bien compris la vidéo. Donc, s'ils ont bien compris la vidéo et le tâche,
idées de ce qu'on travaille à ce moment. S'ils ont bien compris, on peut faire un exercice. Donc, si on parle de la grammaire. Donc c'est des exercices de compréhension. Oui. Voilà. Donc s'ils ont compris, ils peuvent ensuite répondre aux questions. C'est ça. Ouais. Mais souvent, s'ils n'ont pas bien compris, on fait des exercices et tout d'un coup, je vois qu'en fait, la moitié de la classe n'a pas bien compris la vidéo. Donc, c'est juste à learner, quelqu'un qui apprend différemment des autres. Oui, comme tu disais, je pensais aussi que les modalités différentes. Comme tu dis, peut-être qu'il y en a certains qui sont. On pense que, comme vous disiez tout à l'heure, on pense que la technologie c'est super, tout le monde va s'amuser. Non, toi, arrête de jouer avec. Mais que c'est pas toujours le cas, qu'il faut savoir l'utiliser. Donc, on pense à oui, les élèves ils aiment bien les vidéos, mais en fait, voilà, ils sont passifs, ils s'ennuient, voilà, ils pensent à autre chose. Donc, peut-être que, comme tu dis, que tu as des apprenants avec des styles d'apprentissage différents, on pourrait au moins, à la place de toujours faire des vidéos, peut-être faire des lectures, faire des des trucs. J'essaie de penser à quelque chose de kinesthétique qu'on pourrait faire à la maison, ou bien, voilà, il y a un texte, il faut dégager des règles, et puis, des tâches différentes. J'ai trouvé un site je lis déjà le site que j'ai utilisé, mais tu peux faire une vidéo et pendant la vidéo il y a des questions. Ah oui, Oui, il y en a plusieurs. C'est très utile. J'ai jamais fait ça avec la grammaire, mais avec la compréhension orale d'un sujet de vacances par exemple, ça c'est très utile. Mais avec la grammaire, c'est souvent la grammaire que ça me pose beaucoup de problèmes. Mais donc l'intérêt, c'est par exemple ici, c'était d'avoir la grammaire en dialogue. Oui. Et pas forcément de la grammaire systématique, parce que en fait, dans le système anglo-saxon, on n'enseigne pas la grammaire. Il n'y a que lorsqu'on apprend le français, on fait de la grammaire systématique. Je ne pense pas que vous avez appris l'anglais comme nous, on apprend l'anglais à l'école. Je vous en prie. Alors, en premier, je voulais juste dire que je suis plutôt d'accord avec cette idée des classes renversées. En fait, j'emploie très souvent cette idée, mais quand même, je reconnais, je suis tout à fait d'accord avec tous les problèmes ou tous les défauts de cette approche qui ont été mentionnés. Et en tant que lecteur de langues étrangères à une université, ce que j'ai trouvé personnellement, c'est que ces classes renversées marchent le mieux avec le grammaire. Et quand je fais le grammaire à travers la classe renversée, ce que je fais d'habitude, c'est d'assigner quelques exercices assez traditionnels de grammaire aux étudiants à faire à la maison. Et à la fois, je leur donne une explication écrite, peut-être une explication qui vient du même manuel, ou peut-être une autre explication que j'écris moi-même. Et très souvent, en plus de faire ça, je leur donne une vidéo que je trouve sur YouTube pour leur donner une autre façon de pouvoir comprendre ce concept de grammaire que l'on étudie. Et à mon avis, c'est très bien de voir de nombreux chemins qui mènent à plus ou moins le même endroit. Et une fois fait la grammaire à la maison, les étudiants viennent dans le cours et d'habitude on commence avec une petite activité de réchauffage où on pense au point de grammaire qu'on a travaillé à la maison. Et après avoir fait ça, on peut peut-être parler un petit peu de la grammaire si c'est nécessaire, c'est-à-dire si les étudiants ont des questions. Et bien sûr, dans mon environnement, c'est très bien de faire certaines de ces choses de la grammaire en anglais pour faire comprendre. Et après avoir fait tout ça avec la grammaire, et je veux que la grammaire fasse une partie très très petite du cours en général, parce que je préfère dédier consacrer les cours aux choses que les étudiants ne peuvent pas faire
à la maison, c'est-à-dire les tâches communicatives et les tâches actionnelles. Et je conçois chaque leçon en me basant sur une situation que les étudiants affronteraient s'ils étaient dans un milieu où on parle vraiment la langue qu'ils apprennent. Donc je dirais que je suis communicative, actionnelle, une combinaison de ça. Alors, est-ce que, je vous remercie, c'est très intéressant, est-ce que vous pouvez pas, est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut aller même plus loin dans votre communication, en fait, ce que vos élèves vous ramènent donc, dans leurs compétences, dans ce qu'ils ont compris, dans ce qu'ils n'ont pas compris, est-ce que vous pouvez leur demander à eux aussi de vous faire cette petite vidéo que vous leur avez envoyée, que eux, ils vous renvoient une vidéo avec la même structure. Donc, cette fois-ci, c'est eux qui vont travailler et vous envoyer ce que vous leur avez envoyé. Je fais ça d'habitude, mais pas vraiment avec les grammaires. Je le fais dans le cadre des évaluations et chaque évaluation que je donne consiste en 5 parties. Et chacune de ces 5 parties est basée sur une des grandes compétences envisagées par le cadre européen. C'est-à-dire qu'il y a une partie pour la compréhension de l'oral, une partie pour la compréhension de l'écrit, pour l'interaction orale, pour la production orale et aussi pour l'expression écrite. Et pour cette partie de la production orale, les étudiants font une vidéo à la maison où ils parlent d'un thème général et d'habitude, à mon avis, intéressant à la maison. Par exemple, pour le dernier examen que j'ai fait, c'était dans un cours d'espagnol de niveau B1. Les étudiants avaient parlé des relations amoureuses, des relations personnelles et des qualités qu'on veut dans un partenaire. Donc, ce que l'on a fait pour cette vidéo, c'était d'enregistrer une vidéo de type casting pour un show de rendez-vous du type bachelor ou bachelorette, où il faut se présenter et parler de ce qu'on voudrait dans un partenaire idéal. Alors, ma question est dans les 3 cas, en tout cas, là, ou 4, parce que vous aussi, vous avez bien acquiescé. Qu'est-ce que vous avez appris? Parce qu'en fait, l'idée, c'est de développer aussi vos compétences dans ces échanges, dans ce travail professionnel. Qu'est-ce que vous avez appris pour vous? En quoi ça a développé vos savoirs ou vos connaissances? Je pense que quand les élèves ou les étudiants s'expriment, on apprend toujours quelque chose, soit de leur vie, de leur milieu culturel, comme aussi de l'apprentissage. Mais c'est dur, c'est une question difficile que vous posez là, parce que normalement, je pense que j'apprends toujours de mes élèves, mais je ne saurais pas dire quoi exactement. Mais ce que j'ai appris tout de suite après la première fois que j'ai fait la conférence, c'était qu'on ne peut pas juste penser, alors voilà, j'ai montré une vidéo, ils ont bien compris. Même s'ils n'ont pas posé des questions comme vous avez remarqué. Même s'ils ne posent pas des questions, ça veut dire pas qu'ils ont bien compris le structure linéaire ou pas. Ça. Mais c'est pour ça que souvent je leur demande aussi de faire une caractéristique. Je ne sais pas si vous connaissez les caractéristiques. Oui, bien sûr. Donc ça montre un petit peu ce qu'ils ont bien compris et comment ils ont bien compris. Et je peux voir exactement ce qu'ils ont compris. Voilà. Et donc souvent après une vidéo comme ça, ils reviennent en classe et moi je regarde leurs caractéristiques pour vérifier est-ce que vous avez bien compris. Et s'ils n'ont pas bien compris, c'est évident. Est-ce que ce travail vous fait changer votre façon de travailler? Oui. En utilisant vos différentes méthodologies, est-ce que vous changez vous-même? Pour moi, je dirais qu'il faut toujours penser qu'il n'y a pas juste une façon d'apprendre. Donc, il y a des élèves qui apprennent différemment et il faut qu'on s'adapte à chaque élève. Et c'est vraiment difficile. Donc, c'est pour ça qu'on fait de l'horaire, c'est l'autre façon aussi. Donc, il faut être créatif encore avec les élèves. Donc, c'est ça. Donc, si vous avez besoin des idées, c'est bien de partager parce que je sais toujours, surtout avec les kinesthetic learners, qu'ils ont vraiment besoin de faire quelque chose avec leurs mains pour bien comprendre les structures de grammaire. C'est ça qui me pose le plus
tous les deux, c'est pour eux. Ah oui, en premier pour répondre à cette question des apprenants kinesthésiques, je pense que j'ai quelques idées parce que je considère ce genre d'apprenant. Alors en fait, si je suis dans un cours où on juste me parle, je m'ennuie et je vais rien apprendre. Mais plutôt, je trouve que j'apprends très bien à travers les jeux. Et si on veut juste travailler en point de grammaire, en termes de grammaire, en isolement, peut-être en jeu, ça pourrait être en jeu de société, en jeu de mémoire, en jeu très interactif de type Kahoot ou Quizlet Live ou quelque chose comme ça. Il y a des milliards de jeux possibles, mais je trouve que les jeux et Kahoot et Quizlet Live en particulier engagent beaucoup d'apprenants qui ne seraient pas très engagés si on n'utilisait pas ces outils. Et en fait, il y a des étudiants qui, en fait, ne sont pas d'habitude les meilleurs étudiants du cours, qui deviennent très engagés et en plus très compétitifs. Ils ont vraiment envie de gagner. Et oui, je donne un prix à la fin, afin que ça vaut vraiment la peine, bien sûr. Oui. Donc, est-ce que vous pensez que la présentation qui était donc de dire que le travail en collaboration entre l'élève et l'enseignant développe les compétences réciproquement, est-ce que vous pensez que ça a un sens pour vous dans votre pratique? Je voulais juste poser la question, cette idée de co-construction de savoir. C'est votre philosophie à vous ou c'est la philosophie de l'autre? Non, c'est ce que moi j'ai. Ok. Parce que sinon, moi, c'est ce que je pense. Je pense que c'est dans la co-construction que l'on avance, que les enseignants, dans le métier d'enseignant, on appelle ça le métier d'enseignant, mais c'est le métier d'apprenant qui va avec. Je veux dire, c'est pas autrement que. Je vous écoute là, et moi j'apprends autant de ce que je vois et ce que j'entends. Je veux dire, c'est un échange et c'est un rapport constant de savoir, de nouveaux savoirs que l'on construit tout le temps. Moi, je suis d'accord. C'est ça qui me fait un peu peur avec l'avènement de la technologie, tout ce discours de voilà, tout est mieux, parce que ça, je trouve que des fois on oublie qu'on est des êtres humains ensemble, en vrai. Vous avez... C'est juste qu'on est toujours en train de changer. Je pense qu'il ne faut pas choisir une certaine manière d'enseigner, d'apprendre, qu'on peut évoluer et selon les besoins des élèves. Et en me basant sur ce que Chelsea a dit, si on fait toujours la même chose, les étudiants et même les profs vont s'ennuyer. Et de cette façon, on va rien apprendre. En fait, mes recherches sont sur ce thème-là. J'utilise une théorie qui s'appelle le flow, c'est-à-dire que les émotions positives sont très importantes pour l'apprentissage. Et pour qu'il y ait ces émotions positives, il faut qu'il y ait une variété d'activités et que ces variétés ces activités soient des activités interactives où les étudiants aient quelques contrôles sur l'activité et où les difficultés de ces activités correspondent bien aux compétences des étudiants et où les étudiants ont des consignes, oui, mais où les étudiants peuvent quand même utiliser leur créativité pour faire les activités à leur propre manière. Merci. Merci beaucoup.